Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, on va parler de dépendance. J'ai reçu Jean-Philippe Tissiat qui travaille pour l'organisme Prévention des dépendances, l'Arc-en-Ciel à Belleuil, qui est un organisme qui travaille sur les préventions des dépendances. Puis Jean-Philippe, il nous a parlé de plein de choses super intéressantes. Là, c'est quoi une dépendance? Comment on peut voir ça aussi? Dans l'entourage aussi qu'on a, des fois, il y a quelqu'un qu'on perçoit qui peut peut-être être dépendant. Comment on peut l'aider? Comment on peut l'outiller aussi, cette personne-là? Soi-même, est-ce qu'on a une dépendance? Prendre un pas de recul là-dessus, de voir, est-ce qu'il y a une habitude, des fois sans être une dépendance, mais y a-t-il une habitude qu'on a souvent qui nuit un petit peu à notre routine, à nos journées, à nos semaines? Fait que de voir ça un peu, puis évidemment, comment prévenir les dépendances. Donc, plein d'outils, de beaux conseils que Jean-Philippe nous a amenés. On a parlé beaucoup de bienveillance aussi dans l'épisode. Fait que écoute ça, tu vas avoir plein de belles... beaux outils, belles valeurs. Ça se dit. Bon épisode. Bonjour JP ou Jean-Philippe pour les intimes. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi? Yes, en pleine forme. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un peu de dépendance, des écrans, de l'équilibre. On va tout mixer ça. Mais avant de commencer plus officiellement, j'aimerais ça si tu peux nous parler un peu de ton parcours. Long parcours du haut de mes 27 ans. Ouais. Mais moi, dans le fond, j'ai fait mon bac en psycho à l'Université de Sherbrooke. Okay. Parcours psychologie de l'adulte. Par la suite, j'ai complété ma maîtrise en intervention en toxicomanie. Donc, je me suis comme un petit peu spécialisé. C'est comme une sous-branche de la psycho. Okay. Puis, je suis tombé en amour avec la prévention de dépendance. Donc, c'est dans ça que je travaille depuis les 5 dernières années maintenant. Puis, je suis en parallèle aussi chargé de cours au Collège militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, chargé de cours en psycho. OK. Ouais. Cool. Parce que tu fais de la prévention pour les militaires, justement, ou ça n'a pas de lien? En fait, non, c'est vraiment plus... Ben, en fait, oui, ils ne sont pas chanceux de m'avoir comme prof en psycho parce que je fais beaucoup de parallèles avec la prévention de dépendance. Je leur glisse à gauche, à droite des petits concepts dans le cadre des cours en psycho. Comme, tu sais, on va parler d'évitement, on va parler de stratégie d'adaptation, fait que c'est sûr certain, mais non, c'est vraiment plus chargé de cours en psycho et je fais, en ce moment, je suis coordonnateur en recherche et développement en prévention de dépendance. Nice. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es allé plus là-dedans dans la prévention? Que la psycho? Ouais. Ah, c'est vraiment l'attrait de, je te dirais, en prévention de dépendance, ce qui est le fun, c'est toute la notion de pédagogue, de transmission d'informations, d'esprit critique. J'aime faire réfléchir les gens. C'est ce qui m'a le plus attiré, je te dis, en prévention puis en toxico, là, c'est faire réfléchir, accompagner, outiller. On a souvent tendance à prendre des décisions dans la vie de tous les jours, puis des fois on prend des décisions puis on réfléchit pas trop. Je trouve ça le fun de pouvoir outiller ou mettre une petite information pour faire en sorte que tu vas réfléchir. C'est ça que je trouve le fun dans la prévention de votre approche, c'est que tu ne dis pas, comment je dirais ça, tu dis pas qu'il faut pas faire quelque chose nécessairement. C'est de voir, c'est sûr qu'il va y avoir soit des écrans ou de la drogue ou peu importe, mais de quelle façon tu peux limiter, entre guillemets, les dommages ou les répercussions, si on veut. Là. Ça, je trouve ça bien intéressant. Oui, bien dans le fond, l'approche pour laquelle l'organisme, je travaille pour l'organisme Prévention de dépendance, l'Arc-en-Ciel à Belleuil, c'est vraiment, on est en réduction des méfaits. Fait, comme tu le dis, l'objectif des ateliers, des conférences, des formations, donc peu importe les outils qu'on déploie auprès de la population puis des groupes d'âge, on est en réduction des méfaits, c'est-à-dire l'objectif, comme le nom de l'approche le dit, c'est de réduire les risques associés à la consommation. Donc, on prend pour acquis que peu importe la décision que tu fais, que ce soit de consommer, de ne pas consommer, qu'est-ce que tu peux faire en sorte, ou c'est quoi les choses que tu peux mettre en place pour réduire les risques associés? Fait que ce soit en lien avec la substance, le contexte de consommation, ou toi, ton état, ou comment t'es justement quand tu consommes. C'est tous des éléments qu'on réfléchit ou qu'on néglige qui peuvent avoir une grosse impact. C'est ça quand même. Puis c'est quoi pour toi une dépendance en soi?
Grosse question. Le gros concept. Dépendance, c'est vraiment, je te dirais, c'est touché à définir. Parce que monsieur, madame, tout le monde, quand ils parlent d'une dépendance, ils font surtout référence à 2 critères de ce que est réellement, entre guillemets, une grande dépendance. C'est parce que... Qui sont les 2? Ben, dans le fond, je t'explique ça. Ok, vas-y. Moi, essayer de te faire ça short and sweet pour nos auditeurs. Dans le fond, quand on parle de dépendance, c'est plus un terme qui est utilisé par monsieur, madame, tout le monde. Mais si on se fie vraiment au DSM, c'est-à-dire vraiment le critère de c'est quoi une dépendance, c'est un trouble de l'usage. Fait que, tu sais, par exemple, quand on parle d'une consommation problématique d'alcool, mais on va parler d'un trouble de l'usage d'alcool. OK. Donc, ça, c'est vraiment le vrai terme. Mais monsieur, madame, tout le monde, quand on parle de dépendance, on fait surtout référence à « je suis pas capable de m'en passer » ou « quand j'en ai pas, je me sens pas bien ». Mais quand j'en ai pas, je me sens pas bien, c'est les symptômes de sevrage. Puis, je suis pas capable de m'en passer, ou je pense tout le temps à ça, ou genre, j'ai des grosses envies de consommer. Mais là, on fait plus référence au craving. OK. Fait que, Qui n'est pas nécessairement une dépendance, que tu veux dire. non, c'est ça. C'est que dans le fond, le sevrage et ou le craving, c'est 2 critères d'un usage problématique. Mais c'est pas que ça, un usage problématique. Parce que si j'avais à te dire une dépendance, moi, je l'explique vraiment comme étant une relation avec la consommation. OK. Fait que, tu sais, facilement, une dépendance, c'est quand ta relation avec la consommation, elle est problématique, c'est-à-dire qu'elle t'amène plus de conséquences négatives que d'avantages. OK. Puis moi, je dis souvent, quand on prend l'alcool, mettons, là, j'ai l'impression, en tout cas, moi, que, mettons, quelqu'un qui boit tous les jours n'est pas nécessairement dépendant parce que s'il boit tous les jours, mais ça, justement, comme tu dis un peu, ça l'empêche pas de vivre. C'est pas nécessairement une dépendance, c'est pas bien en soi, mais c'est pas une dépendance. Mais quelqu'un qui boit une fois par année, mais il est dérapé solide quand il boit, ça peut-tu être une dépendance même si une fois dans l'année ou ça... C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Puis tu as quand même c'est des scénarios qui sont très, très, très représentés. Puis je te dirais, pour répondre du tac au tac, la dépendance, c'est au-delà de la fréquence de la consommation. Fait que c'est au-delà de est-ce que je bois tous les jours ou est-ce que je bois 2 fois par année puis quand je bois, je dérape. C'est plus qu'est-ce que ça t'amène, c'est quoi les conséquences et où les avantages que tu perçois dans la consommation. T'sais, j'ai envie de dire, une personne qui boit tous les jours, non, c'est pas uniquement ça le critère de est-ce qu'on parle d'un usage problématique ou non. J'ai envie de dire que par contre, de boire tous les jours, c'est clair que c'est un usage à risque. Pourquoi? Parce que ça augmente notre exposition à la consommation. Nécessairement, si on boit tous les jours, il y a un risque de développer une tolérance. La tolérance, c'est quand tu t'habitues. Puis quand tu t'habitues, il y a les gens, possiblement, vont augmenter les quantités. Puis là, plus on augmente les quantités, puis plus on augmente les risques auxquels on s'expose. Je parle pas de dépendance, je parle d'usage à risque. Maintenant, encore une fois, si je bois 2 fois par année, genre à Noël, dans un party de famille, puis que je l'échappe, mais c'est pas non plus on parle pas non plus d'une dépendance, mais par contre, on parle d'un épisode de consommation à risque. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est la fréquence et l'intensité de la consommation. Fait que, tu vois déjà là, c'est complexe, ce beau monde-là. Ouais. Puis comment tu jugerais soit soi-même ou quelqu'un de l'entourage que tu dis lui est dépendant ou non? C'est quoi le... C'est encore super le fun. Je te dirais, quand on parle de dépendance / puis je peux même parler de troubles de santé mentale au sens large. Là, je recule puis je parle de santé mentale puis de consommation au sens large. C'est vraiment, faut qu'il y ait la notion de souffrance et ou un dysfonctionnement dans les différentes sphères de vie de la personne. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est quand on parle de consommation, la personne ne ressent pas nécessairement cette souffrance-là. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de consommation, qui vont ressentir de la souffrance, mais ce n'est pas tous les consommateurs qui vont vivre cette souffrance-là. Par contre, ils vont vivre un dysfonctionnement. Puis, j'ai envie de dire, l'entourage, on appose une souffrance à ces personnes-là, puis on a l'impression qu'ils souffrent beaucoup, alors qu'ils ne sont pas toujours à cette étape-là. Mais est-ce qu'ils ne souffrent pas ou sont pas conscients qu'ils souffrent? Encore une fois, c'est une super bonne question. J'ai envie de dire, il y en a qui vont souffrir puis qui s'en rendront pas nécessairement compte, mais il y en a qui sont convaincus qu'ils souffrent pas non plus.
On peut reparler, on peut voir une personne qui consomme de façon fréquente, régulière, des grandes quantités, puis que cette personne-là, à l'inverse, la consommation lui permet d'oublier ou de mettre de côté certains problèmes. Moi, c'est sûr, certain que cette personne-là ne ressent pas de souffrance envers la consommation. À l'inverse, cette personne-là va avoir l'impression que c'est la consommation qui lui permet de mettre la souffrance de côté. Puis tu juges ça comment dans ce temps-là? À savoir, est-ce qu'il faut aider cette personne-là ou elle est bien là-dedans puis tu la laisses vivre ça? C'est là où est-ce que ça devient difficile. Hein? Comment est-ce qu'on aborde, la consommation d'un membre de notre entourage? Puis là, on est comme... la première étape, j'ai envie de dire, conseil à monsieur, madame, tout le monde, c'est d'enlever notre cape de sauveur. C'est vraiment... On doit enlever notre cape de sauveur, puis c'est super. C'est tellement bien intentionné. La plupart des gens, c'est comme « Hey, moi, genre... » Mais c'est vraiment... On nomme nos observations. On donne nos observations à la personne, puis on tend la main. Maintenant, malheureusement, c'est à la personne. Pour entamer un changement, la personne doit constater d'elle-même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et elle doit vouloir changer quelque chose. C'est drôle que tu me dis ça parce que un matin, je parlais à quelqu'un qui est venu visiter Espace Tonique, puis c'était une coach, puis elle venait voir le projet, puis elle disait ça qu'avec son enfant, début d'âge adulte, là, il était pas mal dans l'anxiété, dépression, tout ça, puis elle est coach, tu sais. Fait qu'elle voulait l'aider, elle dit c'est quand j'ai lâché prise de dire gars, faut qu'il vive ses affaires. Là, il a commencé à aller mieux, tu sais. C'est fou, là. D'être conscient, comme tu dis, sauveur, c'est que tu veux tellement aider que tu nuis au final à la personne. Oui, puis pour plusieurs raisons. Tu sais, la première, c'est que souvent, on a l'impression qu'en nommant la souffrance qu'on voit, puis qu'en rendant ça un petit peu, c'est plus on est intense, plus on est intrusif, puis plus on s'éloigne de la réalité de la personne. La meilleure façon qu'on peut faire, c'est de s'intéresser à la personne. C'est de lui dire, moi, je souligne mes observations, je souligne qu'est-ce que je remarque, je remarque que tu te couches plus tard, que tu as de la misère, tu te lèves le matin, tu es un peu plus gommé quand tu t'en vas à l'école, quand tu t'en vas travailler. Je trouve que tu sors un petit peu moins, tu es un petit peu plus... on nomme les observations, par la suite, c'est comme toi, comment tu te sens là-dedans? Puis si la personne, elle se sent bien, ben là, c'est nous, il va falloir qu'on tolère l'inconfort. On tolère l'inconfort, que ça nous fait vivre. Ouais, c'est ça. Puis je veux juste rajouter, parce que ça m'a fait penser à ça, on a souvent cette tendance-là aussi à croire qu'il faut qu'une personne touche le fond pour vouloir changer. Je l'entends tellement souvent, là, il n'a pas touché le fond, c'est pour ça qu'il n'a pas réalisé que cette notion-là de fond, elle est différente d'une personne à l'autre. Là. Ouais, c'est pas vrai, ça. J'entends ça souvent, moi aussi, puis je me le questionne moi-même. Ouais. À dire, des fois, quand tu veux aider quelqu'un, tu l'aides dessus, on dirait s'il veut pas s'aider, mais on dirait qu'il faut qu'il aille tellement loin pour réaliser qu'il a besoin d'aide, mais c'est peut-être pas vrai, mais on dirait qu'on a ce sentiment-là. T'sais. En fait, je te dirais, c'est... Puis je peux faire un gros parallèle avec même ce qu'on pourrait faire en prévention ou en intervention précoce. Mais toucher le fond, c'est subjectif. Parce que ton fond, mon fond, c'est pas le même fond. Quand on fait référence à cette métaphore-là, dans le fond, c'est qu'on dit quand la personne va avoir franchi cette ligne-là, ça va être un indicateur qui va la remettre en question. Fait que on peut pas dire à une personne t'es dépendante ou t'es pas dépendante, ou tu devrais arrêter, tu devrais pas arrêter. Ce qu'on peut faire, c'est d'identifier avec la personne, c'est quoi selon toi la ligne à ne pas franchir, ou c'est quoi selon toi des indicateurs qui font que ma consommation prend plus de place. C'est trop pour toi. Ouais, puis on peut faire la même chose avec les enfants. Tu sais, quand on parle de cyberdépendance, là, je suis pas fan du mot, là, mais on va parler d'utilisation problématique d'Internet. Quand on parle de ça avec les jeunes... Pourquoi t'es pas fan du mot, juste par curiosité? Cyberdépendance? Ah, c'est parce qu'il y a pas encore un consensus au niveau de la définition de c'est quoi l'utilisation problématique d'Internet. Ouais. Les critères sont encore en train d'être définis. Je trouve que c'est au-delà d'une... le parallèle avec la consommation, quand on parle de cyberdépendance, je trouve que c'est un terme, c'est un melting pot là, pour utiliser un anglicisme. Okay. C'est vraiment... Tandis qu'on va plus parler encore une fois, c'est de la relation avec l'utilisation des écrans. OK, c'est intéressant. Mais pour revenir avec, justement le parallèle, c'est ce qu'on peut faire avec les jeunes, encore une fois, en prévention, avant même qu'ils touchent le fond, c'est de leur dire,
c'est quoi, toi, les indicateurs, selon toi, d'une utilisation qui serait plus problématique ou d'une utilisation qui serait plus à risque? Fait que là, on le voit tranquillement, puis tranquillement, on a des lumières qui s'allument, puis on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la lumière finale pour dire « Ah, mon Dieu, OK, mon utilisation prenait plus de place, m'occasionnait plus de conséquences. Ouais. Puis, autant enfant qu'adulte, là, mais comment tu abordes ça? Tu sais, tu dis de dire tes observations, puis de justement tendre la main, mais c'est quoi cette approche-là qui est bien vue? De comment tu abordes quelqu'un face à ça? C'est de la bienveillance. Dans le sens où est-ce que, je pense que c'est le mot-clé, c'est le non-jugement, c'est l'ouverture. L'objectif, il faut le garder en tête, quand on souhaite aborder une situation délicate avec une personne, l'objectif, c'est d'aider la personne. Puis maintenant, il faut se poser la question, comment cette personne-là a besoin ou souhaite être aidée? Et non comment je souhaite l'aider. Il y a toujours cette différence-là. C'est bon, ça. Fait que c'est comment la personne, elle souhaite être aidée, elle souhaite être abordée. Puis là, il faut se poser des questions sur la réalité et la situation de la personne. Tu sais, il faut garder en tête que pour cette personne-là, la consommation de drogue et ou d'écran, c'est la stratégie la plus adaptée que la personne a trouvée. Fait qu'on peut pas dire c'est une stratégie qui n'est pas adaptée, non. C'est pas la stratégie nécessairement qui est la plus adaptée, mais jusqu'à maintenant, c'est celle que la personne utilise. Qui fonctionne jusqu'à maintenant, oui. Fait que c'est toute une question de se remettre à la place de l'autre. Comment moi je peux l'aborder? Est-ce que je peux souligner? Est-ce que je peux questionner? Puis là, questionner, je parle pas d'un interrogatoire, mais je parle de, quand je dis questionner, je dis m'intéresser à la réalité de l'autre. Ça, c'est bon, ouais. Fait que c'est vraiment de s'intéresser, puis c'est de voir aussi, la personne, es-tu à l'aise de t'en parler? Es-tu à l'aise de t'en parler? Puis si la personne n'est pas à l'aise de t'en parler, ça vaut pas la déjà peine. Là, ça vaut pas la peine parce qu'on va se créer une résistance, la personne va se fermer, ça va créer un éloignement, puis c'est tout l'inverse de ce que la personne souhaitait, justement. Puis là, c'est pas la thématique en soi, mais vu qu'on est là-dedans, quelqu'un que justement tu lui tends la main puis il veut pas, là. Ouais. Là, faut que toi tu lâches prise ou t'acceptes ça. Ouais. T'as-tu une piste de solution à lui? Lui qu'il faut qu'il lâche prise ou qu'il accepte ça? Ça dépend dans quel contexte la main est tendue. T'sais, parce que c'est vraiment... Généralement, si j'ai un ami auquel... t'as un ami dans ton entourage, tu t'inquiètes pour sa consommation, tu te dis « Ah, comment je fais? » Ben, je mentionne, j'observe « Hey, t'as l'air fatigué ces temps-ci, ça va-tu? T'as envie de me parler? Je suis ouvert, je suis là pour toi. » Puis sans mentionner la consommation, hein, parce que des fois, on peut parler de consommation sans parler de consommation. Fait que tendre la main, ça peut être simplement de discuter avec la personne. Puis maintenant, si la personne se referme puis elle n'a pas envie de parler, elle dit « Ah non, ça me tente pas vraiment d'en parler. » Parfait, sache que je suis là. Ouais, juste de dire que t'es là. Sache que je suis là. Maintenant, ça, c'est la première approche. Maintenant, si c'est pas la première fois, vous l'avez déjà dit ça, vous l'avez déjà mentionné, vous avez déjà mentionné vos inquiétudes, mais là, c'est de voir comment je peux faire en sorte que cette personne-là soit plus à l'aise de me parler. Est-ce que c'est de créer c'est bon, Est-ce que c'est de créer un contexte? Est-ce que c'est de favoriser, justement? Est-ce que c'est de discuter d'autres choses? Tu sais, ta consommation de... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que tu consommes beaucoup de cannabis ces temps-ci. Ben, je peux-tu te parler de ton stress, ton anxiété? Qu'est-ce qui te stresse ces temps-ci? Comment tu gères ça? Oh! On dévie, puis on aborde indirectement la consommation. Puis je stick pas là-dessus, puis on continue de parler, puis c'est quoi les différentes alternatives? Comme, hey, ça doit pas être évident. Puis on valide la personne. Nécessairement, on va parler de consommation sans parler de consommation. Directement. Tu sais, je peux parler de ton utilisation des écrans juste en parlant de ton sommeil. Je te parlerai... Comment? Ah non, mais... en demandant si tu dors bien. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, tu dors-tu bien? C'est quoi ta routine de sommeil? À quelle heure tu te couches? T'as-tu l'impression de te réveiller fatigué? Tu des choses... Ah ouais, tu te réveilles fatigué? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Tu te réveilles souvent parce que tes amis te textent. Ouais, c'est vrai que c'est tannant, ça. Puis, tu sais, au final, t'amènes la personne par elle-même à constater puis à faire des choses. Puis là, je m'entends parler puis je me dis, vous n'êtes pas non plus les intervenants de vos amis et de votre entourage. Mais des fois, ça fait du bien d'en parler. C'est un équilibre là-dedans. De se sentir compris, ouais. Puis c'est quoi les dépendances que tu vois le plus souvent, mettons? Oh mon Dieu. Dépendances qu'on voit le plus souvent.
En prévention, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, ça. On en entend parler, mais actuellement, ce à quoi on est confronté, c'est beaucoup des écrans, je te dirais, pour la seule et unique raison, en fait, pas la seule et unique raison, une des raisons, c'est que c'est plus facile et socialement acceptable de parler d'écran. C'est plus facile. Ouais, que de drogue ou de... Oui. C'est beaucoup des... Tu sais, même les jeunes l'avouent. Ah ouais, je game beaucoup. Peut-être que peut-être que je me couche trop tard. Peut-être que... Tu sais, puis les jeunes, c'est plus facile. Okay. C'est plus facile de l'avouer. Du moins, c'est considéré actuellement plus socialement acceptable de faire un petit mea culpa sur notre utilisation des écrans que sur la consommation de différentes drogues. Ouais. Puis ça, encore là, c'est quoi pour toi des écrans, là? On en a tous. On a tous des cellulaires, des télés, peu importe, des ordis. C'est quand que ça peut devenir problématique? Puis encore une fois, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a des... En fait, qui est le fun pour... moi, je trouve ça le fun parce que c'est nuancé, puis je trouve que c'est important, la nuance. Puis tantôt, on va se parler d'équilibre, puis c'est la même chose avec la définition d'un usage problématique, c'est-à-dire, ou d'un usage à risque, c'est que ça va tellement dépendre d'une personne à l'autre. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs critères. Mais quand tu parles d'un usage problématique des écrans ou peu importe, c'est que ça va dépendre du niveau de souffrance et ou du dysfonctionnement. Puis encore une fois, c'est différent. Ça va être différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont utiliser quelques heures les écrans, puis ça va être suffisant pour occasionner des différentes problématiques, puis un niveau de détresse chez la personne. Puis il y a des gens qui actuellement, on va se le dire, ils peuvent passer énormément de temps sur les écrans, énormément de temps sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, et ça occasionne pas nécessairement de détresse actuelle, ou du moins c'est une détresse qui est tolérable, puis le fonctionnement est encore présent, encore une fois, de façon tolérable. Mais pour soi, là, ouais. Comment tu sens-tu que tu as justement une dépendance ou que si tu écoutes, je sais pas, la télé 3 heures par jour, est-ce que tu vas sentir que ça te nuit ou comment tu fais pour réaliser ça? Crime, j'ai peut-être une dépendance. Tu sais, il faudrait que je creuse. Là. Comment tu... Ben encore une fois, je pense que l'objectif, tu sais, c'est... moi, je suis pas fan de se catégoriser, de dire je suis dépendant, je suis pas dépendant. Par contre, moi, j'invite tout le monde à prendre un pas de recul. C'est sûr et certain qu'on peut prendre un pas de recul. On est dans une société hyper connectée, c'est-à-dire qu'on passe en moyenne plus de 3 heures par jour sur différents écrans, peu importe le contexte, que ce soit professionnel, récréatif, informatif. Ouais. Mais on passe beaucoup de temps sur les écrans. Maintenant, moi, ce que j'invite monsieur, madame, tout le monde à faire, c'est de prendre justement un petit pas de recul puis de se dire, écoute, y a-tu d'autres façons de répondre à ce même besoin-là? Parce que les écrans, on s'entend, ce qui est délicat avec cette nouvelle réalité-là, avec la technologie, c'est qu'il n'y a rien de plus facile, accessible, disponible, le fun, adapté à nos besoins. Là. Tout est en place. Tout est en place pour que en tout cas, la majorité des besoins d'aujourd'hui soient répondus sur les écrans. Fait que c'est de voir, c'est de garder le bon vieux réflexe puis la notion d'équilibre de comment je peux répondre autrement, comment je peux m'assurer moi-même de garder un certain contrôle. Parce que si tu te questionnes, tu sais, j'aime ça le pas de recul parce que autant la drogue, peu importe quoi, juste de voir, je suis-tu, à quel point que je me sens là-dedans. Tu sais, je fais tout ça juste parce que la vie, ça va vite puis je suis comme pris là-dedans. Je fais tout ça parce que c'est voulu. Je fais tout ça pour X raisons. Juste de prendre ce pas-là puis s'analyser un petit peu comme individu par rapport à tous les écrans ou peu importe. Là, parce que ce que j'entends, c'est que tu peux passer 1 heure par jour sur la télé, puis c'est pas grave. Puis tu peux passer 1 heure par jour sur la télé, puis c'est grave. D'une personne à l'autre, c'est clair que la même utilisation pourrait ne pas avoir les impacts. Puis ça va aussi dépendre de plusieurs autres facteurs. Le contexte. Si je passe 1 heure sur la télé, puis j'ai pas d'autres obligations, puis c'est un moment que je me donne, c'est pas le même impact que si je passe 1 heure sur la télé, puis je suis supposé de m'occuper de mes enfants, puis je suis supposé de faire le lunch demain, puis je suis supposé de faire du lavage parce que ça fait 3 semaines que je repousse. Puis c'est le contexte d'utilisation aussi. C'est l'état dans lequel on l'utilise aussi. Est-ce qu'on utilise les écrans dans un objectif de s'amuser, se divertir, garder contact avec les personnes, ou est-ce que j'utilise les écrans principalement parce que je sais pas quoi faire puis je cultive mon ennui de cette façon-là? Ça désennuie, si on veut. Ouais. C'est là où est-ce que c'est plus difficile.
Parce que la culture de l'ennui, ce qui est délicat avec cette affaire-là, c'est que c'est comme contre-intuitif, puis c'est plate à dire, mais pour faire autre chose, il faut que tu te permettes de t'ennuyer. Ouais. Puis les écrans nous permettent pas de nous ennuyer. Fait que ça devient facile, puis on l'entend tellement, je sais pas quoi faire, là, je sais pas quoi faire. C'est Ouais, parce, je ferais quoi sinon? c'est parce que tu te permets pas de t'ennuyer, parce que clairement, l'être humain, oublie ça, là, on restera pas longtemps à s'ennuyer. Non. Si les écrans sont pas une stratégie ou une alternative, ben là, on va trouver autre chose. Ouais, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis. Ben, j'avais lu, je me rappelle plus c'est qui, c'était une psychoéducatrice pour des jeunes enfants. Que, tu sais, c'était la relâche là, comme une couple de semaines. Qu'elle disait, permettez dans cette semaine-là aux enfants de s'ennuyer. C'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire, là, c'est de s'ennuyer 2 heures, 3 heures de temps, puis ils savent pas quoi faire. Juste un peu sûrement parce que ce que tu dis, là, c'est qu'on n'est jamais dans cet ennui-là, on dirait. Fait que quand tu t'ennuies, tu finis par trouver de quoi, là. C'est sûr et certain. Là. Tu vas gosser avec du carton, tu vas chanter, peu importe. T'sais. C'est vrai, tu sais, puis on parle d'enfants, mais c'est la même chose pour les adultes, là. Tu sais, notre routine, là, c'est assez incroyable à quel point c'est rodé. Là. Oui. Puis on met de côté les écrans, puis on dit tout le temps, j'ai pas le temps. Je serais intéressé de voir les écrans à quel point ils grugent, puis eux, ils arrondissent les fins de mois. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? Mais en plus, en parlant de ça, vous faites une semaine débranche le fil aussi, qui est super hot, ça. Tu veux-tu en parler? Juste, ouais, je peux plugger ça, là, cool. Dans le fond, défi débranche le fil, c'est... en fait, c'est un défi qu'on lance... Cette année, on la lance aux écoles primaires. Okay. On aimerait ça l'année prochaine l'ouvrir puis rendre ça un petit peu plus citoyen. De la vallée du Richelieu, donc vraiment plus un petit peu plus large, puis même si les gens pas de la vallée peuvent participer également, là. Mais c'est vraiment un petit défi, donc c'est une semaine, là c'est du 17 au 23 justement avril, qu'on lance le défi aux écoles, c'est 3 moments, pendant une semaine, on a ciblé 3 moments dans la journée, où est-ce que l'objectif c'est de mettre les écrans de côté. Pour différentes raisons. Fait que c'est pas une semaine sans écran, parce que là, ça serait quand même relativement difficile. Ouais. C'est de mettre les écrans. Donc, premier moment de la journée qu'on a ciblé, c'est au réveil. La seule et unique raison que se réveiller avec un écran, c'est pas quelque chose de fluide, c'est rough, ça nous expose à un paquet d'informations, potentiellement des mauvaises nouvelles. Et pour les jeunes, ce qui arrive, c'est que ça vide leur batterie attentionnelle. Les écrans, on s'en rend pas compte. Là, on a l'impression qu'on se repose en scrollant, mais ton cerveau filtre un paquet d'informations. Quand tu écoutes la télé, tu scrolles, ton cerveau est actif, puis il filtre plein d'informations. Fait que ça l'épuise. Puis là, les jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'ils arrivent à l'école, première période, sont brûlés. Ils n'écoutent pas en classe. En arrivant à l'école. Oui, en arrivant à l'école, ils sont brûlés, ils sont épuisés parce que leur batterie attentionnelle a été vidée le matin même avec les écrans. Qui est probablement pareil pour les adultes. Même, c'est très similaire pour les adultes, exactement. Parce que je l'entends, ça, moi, des fois, dans la routine, tu te réveilles avec ton sel, parce que c'est ton alarme, puis là, tant qu'à être là, t'es dans le lit, tu scrolls, tu regardes, tu restes 30 minutes, tu sais, c'est le même épuisement. Que tu t'es pas conscient que ça fait ça, mais... Oui, tu as commencé ta journée. On n'a pas l'impression on n'a pas cette impression-là qu'être sur un écran, c'est demandant, mais oui, c'est demandant et excessivement. La quantité d'informations qu'on filtre, puis il y en a qui scrollent vite, là, on s'entend. Fait qu'on s'entend, mais c'est la quantité d'informations qu'on filtre, c'est de l'information passive, le cerveau travaille, fait ça fait en sorte qu'on est fatigué en arrivant à l'école ou au travail. Ben, c'est vrai que c'est contre-intuitif au bout, parce que c'est quand t'es fatigué que tu vas là-dessus. Puis pourtant, quand t'es fatigué, tu devrais te permettre de te reposer. Puis pour te reposer, faut théoriquement que tu te reposes, tu fermes les yeux, tu as une petite sieste ou peu importe, tu fais une activité qui est beaucoup moins demandante. La lecture, c'est beaucoup moins demandant. Ben oui. C'est un exemple, là, mais... Ouais, mais c'est vrai. J'ai jamais pensé à quel point un téléphone ou peu importe un ordi, là, que c'est des couleurs, c'est sans arrêt qui changent, là. Puis là, je parle même pas de la lumière bleue, là, je parle même pas de la stimulation et tout, je parle juste de la quantité d'informations. Ouais, c'est vrai, c'est un élément. Ouais. Fait que ça, c'est premier moment. Deuxième moment, on parle de l'heure du souper. L'heure du souper, premièrement, pour favoriser où est-ce qu'on
favoriser les conversations, favoriser les échanges et tout, ça c'est sûr certain que on veut le mettre de l'avant, mais aussi pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de familles qui mangent devant la télévision ou qui prennent même pas le temps de profiter de leur repas. Parce que quand tu es devant ton écran, tu prends plus nécessairement le temps de goûter ce que tu es en train de manger. Fait que tu perds aussi une satisfaction. T'es trop attentif à l'écran. Ouais. Fait que c'est hot, ça. Sur ce moment-là, puis le dernier, ben, c'est le plus évident, là, je pense, c'est avant le coucher parce que ben, ça nuit à la routine du sommeil, ça favorise pas l'endormissement. J'approfondirai pas au niveau de... Je vais mettre la lumière bleue de côté, puis je vais juste dire que la stimulation favorise pas nécessairement l'endormissement. Puis moi, quand j'entends du monde dire « Ah, moi, je suis capable de dormir devant la télé, là, je m'endors. » Moi, ça me fait rire. Je m'endors devant la télé, là, genre où je peux gosser sur mon set et m'endormir. Ça te montre à quel point cette personne-là était épuisée. Parce que pour que tu sois capable de t'endormir devant autant de stimulation, t'es brûlé, brûlé, là. C'est vrai, j'ai jamais vu ça de même, mais c'est un bon point. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que je prends mon exemple à moi, là, mettons, je vais écouter, je sais pas, 30 minutes de télé des fois avant de me coucher. Ouais. Là, je me couche, je ferme la télé, je vais me coucher. Puis mettons, on va dire, ce soir-là, je lis pas ou peu importe. Je vais direct me coucher, puis je semble bien dormir. Ouais. Est-ce que c'est le même principe que je semble bien dormir, mais il y a quand même quelque chose au niveau de mon corps, mon esprit qui est pas nécessairement bon, qu'on se rend pas compte, tu sais? Tu sais, c'est encore une fois, ça va dépendre de... Ça dépend des différences individuelles, mais il y a des gens qui... On va les appeler les champions des endorphines. Ouais. Mais il y a des gens qui s'endorment facilement. Il y a des gens qui vont avoir une plus grande facilité à s'endormir et qui vont avoir une facilité au niveau du sommeil. Et donc, ces personnes-là, puis comme tu le mentionnes, pourraient écouter la télévision, peu importe, il n'y a pas de problème, puis par la suite, ne ressentent pas cette difficulté-là à s'endormir. Mais pour d'autres personnes, où est-ce que c'est plus difficile, l'endormissement est naturellement plus difficile, mais pourrait bénéficier à avoir un contexte favorisant le sommeil, favorisant l'endormissement. Puis là, on pourrait parler de moins de stimulation, moins d'écran, moins de différents produits. Là. Je pense au sucre, je pense à la caféine aussi, qui peuvent indirectement nuire au sommeil. Ouais. Mais ça dépend de beaucoup de réalités. Mais si ton sommeil, tu t'endors vite et bien, c'est pas nécessairement néfaste? C'est pas une question de néfaste ou pas, c'est que ça va dépendre de, justement, c'est le reste de la nuit aussi. Il faut différencier justement aussi l'endormissement de la qualité de la nuit. Il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui vont... puis je vais faire un parallèle avec la consommation, la médication, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont compenser les écrans via une médication ou qui vont compenser une routine, une hygiène, une routine de sommeil avec une consommation, que ce soit de l'alcool, du cannabis, que ce soit des différents médicaments pour s'endormir. C'est quand même une réalité qu'il faut considérer de est-ce que je consomme pourquoi? Je consomme pour m'endormir ou je consomme pour compenser ma routine de sommeil? Ouais. Ou est-ce que... Puis il y a une différence entre s'endormir puis passer une bonne nuit. Ouais, ça c'est sûr. Parce que c'est pas parce que la consommation t'endort que nécessairement t'en récupères. Non, mais c'est complexe parce qu'on a beaucoup... quand on parle de consommation, il y a beaucoup la différence entre l'effet que je ressens puis que j'ai l'impression que ça fait puis l'effet réel. C'est ça, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est dur pour, je vais dire moi, là, pour quelqu'un qui connaît comme pas tant ça, de dire j'ai l'air d'être correct, mais je sais pas ce que ça fait réellement, tu sais. Meilleur conseil que je peux te donner, c'est pourquoi tu te mets pas au défi? Tu sais, dans le sens de essaie-le, puis tu pourrais l'observer, la différence. Tu sais, il y a des... il y a une journée, 2 jours, tu te dis comme, hey, écoute, je l'essaye, je le mets de côté, puis je vois la différence ou je vois pas la différence. Ouais. Puis c'est de voir justement, c'est quand tu l'expérimentes toi-même, la différence, que là, tu y crois davantage, puis tu changes, tu me fais des changements. C'est comme moi, j'ai vu un changement énorme. Je check plus mes courriels le matin. Quand je me lève, là, j'ai au moins, juste avant que je me rende à la job, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ouvre pas mon site, j'ai pas de télé, j'ai rien.
la paix dans ma maison. Ben, Ça, j'ai vu une différence énorme parce qu'avant aussi, je mettais tous mes notifs sur mon cell. Fait que j'avais les notifs Facebook, les courriels, puis tu sais, j'en reçois, je sais pas, 50 courriels au moins d'une journée, puis là, juste ça, je les ai plus. Fait que quand je vais voir mon courriel, je les vois. Sinon, je sais pas que quelqu'un m'a envoyé quelque chose, puis ça, jour et la nuit, je pensais pas que ça me dérangeait, mais comme tu disais, c'est d'essayer des affaires. Moi, j'essaye 1000 affaires dans la vie. J'aime bien ça, essayer. Bon, il y en a bien gros qui marchent pas, mais il y en a bien gros qui marchent aussi. il y a des choses avec la consommation de substances, d'écran, peu importe, qui sont contre-intuitives. Puis que c'est difficile de différencier comme ouais, mais je me sens comme ça, puis là, tu me dis que c'est pas comme ça c'est pas ça l'effet réel, puis là, c'est là où est-ce qu'on tombe dans. Ben, et c'est là, puis tu vas le constater. Tu sais, c'est un autre exemple de contre-intuitif, c'est les boissons énergentes, au final, ou la caféine, de façon générale, ça donne pas d'énergie, ça augmente ta dépense énergétique, donc tu as moins de gaz pour le reste de ta journée. Puis là, tu as du monde qui disent, ben là, moi, je prends 2 Red Bull par jour, puis en fin de journée, je suis crevé, puis j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz, fait que là, il faut que j'en prenne un autre, mais là, tu me dis que si j'en prends un en fin de journée, je vais mal dormir. Je suis comme, ben hey, tu sais quoi? À la place d'en prendre un en fin de journée, tu pourrais même voir la pertinence de ces boissons énergentes-là ou la pertinence de ces cafés-là à la base, parce que si tu en prenais moins, pour pas dire si tu n'en prenais pas, mais si tu en prenais moins, tu brûlerais ton gaz égal dans la fin de la journée, puis peut-être que même tu aurais déjà de l'énergie en fin de journée. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là où est-ce que les gens font comme ah ouais, c'est vrai, écoute, j'en prends moins, puis j'ai plus de gaz. Puis c'est contre-intuitif parce que tu te dis, man, je prends moins de caféine, puis de boissons énergentes, mais j'ai plus d'énergie. Ah! Ben c'est sûr, c'est des affaires qui se passent à long terme. Tu sais, t'as peut-être commencé avec un café, là, un moment donné, je sais pas, t'as étudié ou t'as fait de quoi, t'en as pris un peu plus, t'as gardé cette habitude-là, puis au fil du temps, oups, là, ça te nuit plus que ça t'a aidé, puis tu gardes cette habitude-là parce qu'on est de même. Des fois, t'as une routine, puis prends 3 cafés par jour parce que c'est de même. J'en ai de besoin. Tu te dis que t'en as de besoin, c'est sûr. Mais... Ouais, mais souvent, on se dit j'en ai besoin. C'est une façon de garder une certaine cohérence. Ouais, c'est une façon de garder une certaine cohérence interne avec nous de ouais, si je me disais pas que j'en avais besoin, mon comportement serait incohérent avec mes valeurs. Fait que théoriquement, il faudrait que je le change. Mais en me disant que j'en ai besoin, j'ai pas besoin de le changer, fait que ça va. On est correct. C'est vrai, ben on justifie. Ouais, c'est ça, exact. Je cherchais le mot, mais on justifie, ça, c'est sûr. Ouais. Puis, quand on va aller un petit peu plus dans l'équilibre, là, mais c'est quoi que tu vois justement dans cet équilibre-là de voir comment qu'on se sent un peu plus équilibré. Ça reste un podcast sur l'équilibre, fait que j'en parle souvent. C'est pas quelque chose qui s'atteint là, à être équilibré selon moi. Là. C'est un but de vivre, une façon de vivre, de vouloir être équilibré. Mais mettons pour les écrans ou pour des dépendances de jeux, de drogue, de tout ça, comment tu vois l'équilibre là-dedans un peu? Tu sais, je pense que l'équilibre, c'est une notion, encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, l'équilibre d'une personne à l'autre pourrait être différent. C'est ton équilibre puis mon équilibre, c'est pas la même chose. Puis selon moi, c'est de revoir c'est quoi nos priorités. Tu sais, quand on parle d'équilibre, ben, on pourrait se parler d'équilibre au niveau du bien-être, au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, au niveau de la santé financière, au niveau de ma santé ludique. Puis là, je pourrais parler de satisfaction. Fait que, mais c'est vraiment une question de qu'est-ce qui, pour moi, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui, pour moi, est un équilibre idéal? Ce vers quoi j'aspire? Puis une fois que j'ai mes aspirations, que j'ai mon objectif d'équilibre, entre guillemets, bien là, je suis capable de plus facilement identifier comment les écrans puis comment la consommation entrent en jeu là-dedans. Puis comment la consommation et ou les écrans me permettent d'atteindre l'équilibre ou nuisent à cet équilibre-là. Ah, ok, c'est intéressant ça. Parce que c'est vrai que si, peu importe c'est quoi ton aspiration, mais que tu veux quelque chose, tu veux être d'une façon, ben là, si tu vois, Crème, j'ai fait mais j'ai fait un test qui est en lien avec ça. Je me rappelle plus j'avais pris ça où, mais c'était je pense on a un réseau bucket list qu'on fait là, puis je pense là-dedans on l'a mis. C'était de voir
nous, c'est pour réaliser tes rêves, là, que ça revient un peu au même que tes passions, peu importe. Là. Mais c'est que tu écris toutes des choses que tu veux, combien de temps tu as de besoin, puis après ça, nomme tout ce que tu penses que tu n'as pas de besoin puis que tu fais. T'sais. Fait que ça, des TikTok, des regards de la télé, Facebook, tout ça. Puis là, tu dis, crime, j'ai 7 heures par semaine que, entre guillemets, je perds pour absolument rien, puis l'autre, j'ai besoin, mettons, de 5 heures pour mes passions. Mais crime, prends 5 heures, garde-toi 2 heures de gossage un peu par-ci par-là, tu sais. Mais c'est là où est-ce que c'est difficile parce que avec les écrans puis avec la consommation, je vais te faire ça au sens large, tu sais, moi le conseil que je donne aux gens, c'est de la bienveillance. Dans le sens où est-ce que on fait rien pour rien dans la vie. Tu sais, on fait rien pour rien, ça veut dire que derrière chaque comportement, ça répond à un besoin. Ouais. Tu sais, ça répond à un besoin, puis derrière ton besoin, tu as une émotion, mais mettons qu'on reste avec le besoin. Tu sais, quand tu scrolls sur TikTok, ça répond à un besoin. Ça répond au besoin de te reposer sur le moment présent, même si on a dit que ça use ton cerveau. Physiquement, tu es moins actif. Ouais. C'est de la distraction, limite. Ça te change les idées, ça te fait rire, ça te fait apprendre des choses. Donc, puis c'est limite, on pourrait dire que de passer du temps sur les écrans, c'est un moment pour toi. Ben oui. Maintenant, où est-ce que c'est délicat, puis où est-ce qu'on revient avec la notion d'équilibre, elle est où la limite entre ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de m'amuser, de me divertir, de me faire rire, puis maintenant, comment je suis en mesure de garder un certain contrôle, un autocontrôle sur ouais, là, ça fait une quinzaine de minutes, c'est suffisant, ça a répondu à mon besoin. Les 30 minutes de plus que je vais passer, là, j'aurais pu l'investir ailleurs. Fait que elle est où cette limite-là? C'est combien de temps je me permets, puis combien de temps, qu'est-ce que je me permets, puis qu'est-ce qui est trop, puis comment je m'assure de garder cet équilibre-là, ce contrôle-là, dans le fond. Parce que c'est ça qui est dur, c'est de garder, mettons, tu dis, j'y vais 10 minutes, de garder cette 10 minutes-là, ça peut être dur, là, parce que tu as une vidéo qui joue, tu as quelque chose, hop, l'autre aussi a l'air intéressant, finalement, ça fait 37 minutes. T'sais. Oui, puis ça, c'est sûr et certain qu'on s'entend, on se le cachera pas, puis les différentes compagnies, plateformes se le cachent pas non plus, qu'il y a plusieurs stratégies pour garder. C'est fait pour ça. On s'entend, les compagnies vendent du temps d'écran, c'est du temps d'attention. Plus tu es sur la plateforme, plus eux s'enrichissent, et donc l'objectif, c'est de nous garder accrochés le plus longtemps possible. Maintenant, c'est... Je veux pas dire genre mais non, comment je contre ça. Non, c'est comment moi je garde un certain contrôle sur ma relation avec les écrans. Puis c'est de baigner là-dedans, parce que la réalité, c'est pas les écrans, c'est pas le mal, les écrans, c'est pas le méchant. C'est juste comment je garde une relation saine et avec le plus d'avantages possible. C'est comment les utiliser. Puis, as-tu une façon que tu penses exemple de comment utiliser ça de façon saine? J'aimerais te donner. Ah ouais, si j'avais une belle baguette magique, je te ferais genre that's it. Mais honnêtement, conseil que je pourrais donner aux gens au niveau des écrans puis au niveau de la consommation, c'est vraiment c'est de cibler ces moments d'utilisation. C'est de cibler ces moments d'utilisation, puis c'est de garder aussi un petit... c'est de garder une franchise, une honnêteté envers soi-même de pourquoi je suis en train de faire ça. Ça répond à quoi ou ça nuit à quoi? Tu sais, on s'entend, on peut pas les mettre de côté, on peut pas du moins, on pourrait tenter de les mettre le plus possible de côté, mais c'est plus d'être franc envers soi-même, de se dire à quoi ça répond ou à quoi ça répond pas. Comment je pourrais répondre à ce besoin-là d'une façon alternative ou non. C'est ça. C'est un beau monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mesure de garder un bel équilibre, qui ont une relation positive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi banalisent leur utilisation. Il y en a qui vont dramatiser l'utilisation. C'est encore un gros débat de... Mais c'est comme tu dis, c'est de l'équilibre, tout ça. Là, parce que c'est merveilleux en même temps ce qu'on a. Là. Les télés, les cels, peu importe, là, c'est super le fun d'utiliser ça d'une belle façon. Tu sais, moi-même, il y a un bout, je voulais m'en aller de Facebook parce que, bon, je dis, c'est des affaires négatives sans arrêt, puis des affaires qui n'ont aucune importance, entre guillemets, que pour moi.
Mais j'ai juste changé mon utilisation de Facebook, puis j'adore Facebook à cette heure, tu sais. J'ai des groupes que je suis qui sont le fun, tu sais. Il y a du monde, j'avais moins d'intérêt que je suis plus non plus. C'est de faire ton ménage là-dedans de qu'est-ce qui peut t'amener des affaires le fun, puis que dans ton feed, tu vois des trucs cool aussi, ben... Je sais que c'est pertinent pour moi quand je vois sur mon Facebook, tu sais, 10 minutes, parce que il y a des affaires que 50% qui est pas pertinent, mais 50% qui l'est, je trouve ça le fun de l'avoir, tu sais, du monde qui s'inspire, hein, peu importe, tu sais. Ben, puis tu as totalement raison parce que depuis tantôt, je fais beaucoup allusion au temps d'écran, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi, quand on parle d'utilisation équilibrée, on va parler de qualité d'utilisation. Parce qu'au-delà du temps, c'est aussi la qualité de qu'est-ce que j'utilise, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enlève. Je pourrais faire comme exemple, justement, au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se basent sur le principe de la comparaison sociale. L'être humain se compare, c'est naturel, c'est un besoin, puis on peut pas se comparer. Maintenant, la question, c'est à qui je me compare, puis pourquoi je me compare. Est-ce que je me compare à différents influenceurs et influenceuses parce que je les trouve donc bien beaux, puis c'est donc bien des idéaux que j'aimerais atteindre, puis malheureusement, je les atteindrai jamais? Ou est-ce que je m'y compare parce que ça me donne des idées de rénovation, ça me donne des idées de mode, ça me donne des idées de comment m'améliorer, ou c'est donc bien intelligent ça, je pourrais faire ça. Fait que c'est comment je me compare plutôt que, ou à qui je me compare. Plutôt que de se dire, arrête de te comparer, tu devrais pas. Non, c'est ça. C'est facile à dire, arrête de te comparer, mais c'est sûr que tu te compares pareil. C'est ça, malheureusement, c'est pas possible. Fait que c'est comment on les utilise plutôt que ne pas les utiliser. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, tantôt, j'avais cette question-là que j'ai oublié de te poser. Mettons que, tu sais, moi, je joue de la guitare. Quand je joue de la guitare, puis j'ai besoin des partitions, peu importe, que je regarde l'écran, comment tu vois ça? Ça change rien parce que je l'utilise d'une façon que, tu sais, je suis créatif puis tout ça, ou c'est quand même, ça peut être néfaste si je fais ça 5 heures par jour, tu sais? C'est là que tu vois la présence des écrans dans notre réalité. Puis tu sais, quand on parlait d'hyperconnectivité, qui est le fait que, on est dans un monde où est-ce que les écrans sont omniprésents, les experts vont départager le temps, je te dirais, professionnel du temps ludique. Si je travaille, par exemple, 8 heures de temps devant un écran, puis je fais de la rédaction, peu importe, ou puis par la suite, je dis que je joue 2 heures de temps aux jeux vidéo, peu importe, ils vont surtout calculer au niveau de l'utilisation problématique le temps récréatif. Ouais. Par contre, la réalité, c'est que ton corps a été 10 heures. Exactement. Il a été tout ce temps-là, toute ta journée de travail et ta journée de loisir, ton temps de loisir. Ton corps ne fait pas la différence nécessairement. Maintenant, je te dirais, dans le cadre de ton exemple si je regarde ma partition sur un écran, c'est pas... qu'est-ce que ça t'amène à ce moment-là? Puis ça t'amène une facilité. Puis ça te permet de faire ton loisir qui est justement la musique, mais let's go, dans le sens de c'est pas le même type de les écrans à ce moment-là, c'est que tu les utilises parce que ça facilite justement la pratique de ton loisir. C'est pas ouais, c'est ça, mais c'est quand même vrai que tu utilises ton cerveau, sûrement il voit un écran pareil là. Oui, mais la partition est pas mal moins stimulante qu'un jeu. À ce moment-là, c'est noir sur blanc, puis c'est ça. Mais là, on pourrait se poser la question. Si tu disais genre, justement, si je joue de la musique avant d'aller me coucher, je veux faciliter ça. Imprime la partition ou je taquine, mais dans le sens où est-ce que genre tu pourrais l'être. Fait que c'est de voir justement, est-ce qu'il y a différentes façons de répondre aux mêmes besoins. Puis la réponse souvent c'est oui, mais avec les écrans c'est plus facile. Puis là, c'est de voir. Ouais. Parce que dans votre défi débranche le fil, que je pense que c'est l'année passée ou peu importe, là, que je l'avais faite, mais j'avais enlevé le professionnel. Là. Je travaillais quand même. Ouais, pour des raisons flagrantes. Ouais, c'est ça. Mais le soir, là, dès que je finissais de travailler, là, 0 écran. Moi, je suis quelqu'un qui dit que je regarde pas vraiment les écrans. Pas jamais, là, mais vraiment pas souvent. Je limite beaucoup.
Puis c'est énorme, là. Le changement, là, t'es comme, bon, je fais quoi? C'est juste la minute que tu le prends à chaque fois. Où tu mets ta musique, tu regardes une vidéo pour je sais pas quoi, tu vas chercher sur Internet la bibliothèque. Là, t'as tout pu ça qui est comme, wow, je le prends beaucoup. La notion de technoférence, on la néglige beaucoup. Là. La technoférence, c'est le fait que la technologie fait interférence dans plusieurs de nos sphères de vie et de nos activités quotidiennes. Ah, ouais. Mais on la sous-estime énormément, puis on se rend pas compte à quel point, justement, on se taquinait tantôt, mon téléphone est tout le temps sur silencieux. Ouais. Il est tout le temps sur silencieux pour une raison flagrante ça l'empêche d'interférer dans mes différentes sphères de vie. Puis ça, on se rend compte que oui, la technologie interfère dans beaucoup de nos sphères de vie constamment, puis pour faire du pouce sur la notion d'équilibre, c'est difficile de maintenir un certain équilibre dans les différentes sphères de vie quand on est constamment disponible puis on peut constamment se faire déranger ou on peut constamment recevoir une information d'une de nos autres sphères de vie. Mm-hmm. Tu sais, je suis chez moi, je reçois un courriel de la job, ou je suis chez moi, je reçois un courriel d'un étudiant au cégep, ou à l'inverse, je suis à la job, puis je reçois un texto d'un ami. Mais c'est mes sphères de vie empiètent les unes sur les autres, ce qui fait en sorte que c'est de la charge mentale, là. On s'entend, c'est lourd, c'est prenant, là, d'être toujours disponible. Oui, puis ça, c'est trop facile à animer. Là. T'as ton cellulaire avec du son, là, t'es disponible 100% du temps, tu sais. Puis pourtant, on a le droit d'être indisponible, puis ça, on l'oublie. Ouais. Le droit à l'indisponibilité, là, on a le droit de mettre nos limites, puis on a le droit de dire, ben écoute, moi quand je travaille, ou le soir, ben non, je m'attends pas à me faire écrire pour la job, puis si oui, ça va se faire sur les heures de travail, ou dans des moments qui sont définis. Ouais, puis c'est fou comment c'est ancré, parce que, tu sais, nous, on a cette philosophie-là ici, là, d'un meeting, là, il n'y a pas de téléphone, tu réponds pas, parce que sinon, ça finit jamais, là, tout le monde au téléphone, t'as pas de meeting, là, au final. Puis même le soir, tu sais, moi, ça arrive, des fois, on envoie des courriels le soir, mais on veut pas de réponse. Travail au travail, puis soit chez vous, puis même pour les employés, il y en a que c'est difficile de... c'est pas capable, je l'ai reçu, faut que je réponde, c'est comme, puis on veut pas, là. On dit non, soit chez vous, puis c'est dur d'amener les personnes à dire, je l'ai... Mais tu sais, on est à des années-lumière d'avoir un équilibre au niveau de la consolidation des différentes sphères de vie, parce que c'est même pas toutes les entreprises qui ont des politiques en matière de consommation de drogue. Puis moi, j'attends les politiques en matière d'utilisation des technologies sur le milieu de travail. Tu sais, c'est parce que ça en fait partie, là. En dehors des heures du travail et sur les heures du travail, on a même un atelier en secondaire 5 sur débat numérique. Là. On invite les jeunes en secondaire 5 à débattre un petit peu sur l'utilisation des écrans. Puis on leur demande, la technologie, ça te rend-tu plus efficace? C'est le fun, c'est le fun parce que d'un côté, oui, ça rend tellement de choses plus efficaces. Juste la musique, tu le disais, je peux lire ma partition, je peux m'inspirer. Ben oui, t'as plein de vidéos du monde qui t'apprend comment jouer. Puis... Oui, ça me rend plus efficace, mais en même temps, ça me rend tellement aussi, des fois, moins efficace. Fait que c'est incroyable à quel point on a ces deux pôles-là avec le même outil. Là. C'est vrai que il y a tout le temps les deux côtés de la médaille. Hein. C'est dans tout. Là. Tout ce qui t'aide te nuit à quelque part. C'est pour ça qu'on vient à l'équilibre. C'est pour ça. Ouais. Puis l'équilibre en soi, je sais pas toi, mais tu sais, je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est si tu vises à être équilibré, tu vas être malheureux toute ta vie. Tu sais. Je sais pas. Parce que, est-ce que tu peux vraiment te dire, là, je suis équilibré à 100% partout? Je pense pas, ou peut-être une heure, là, mais tu sais, un moment de pleine conscience ou quoi que ce soit, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, de dire que je suis toujours équilibré à 100%, c'est quasiment un... Mais je pense que ça dépend sur comme, qu'est-ce que tu considères comme équilibré? Tu sais, mettons, moi, je pourrais dire, équilibre, je le vois sur une semaine. T'sais, l'équilibre, je le vois pas sur une journée ou je le vois pas dans une heure de temps, mais mettons, je le vois sur une semaine. Est-ce que j'ai fait suffisamment de sport pour moi dans une semaine? Oui. Est-ce que j'ai fait suffisamment de social pour moi dans une semaine?
c'est plus, ça me permet aussi d'avoir une plus grande marge de manœuvre, puis Ouais. de garder une satisfaction que si je me disais dans ma journée, j'ai-tu fait suffisamment de sport, j'ai-tu fait suffisamment de social, là, c'est clair que je serais des fois, je serais plus déçu. Mais je pense de la satisfaction générale Ça, je suis d'accord. sur une plus longue Faut période. que tu sois satisfait de ta vie, de ce que t'es, même à tous les jours. Ça, je pense que c'est nécessaire. C'est pas tout le temps facile, mais il faut. Mais de là à dire que je suis équilibré, que j'ai fait mes 3 trainings, mes étirements, j'ai bien mangé santé, j'ai ici. Tu sais, le parfait équilibre, c'est comme. Puis tu sais, d'ailleurs, on est en train de construire un sentier espace tonique de l'équilibre. Puis on a, je pense que c'est 9 sphères de vie, justement, avec des questions. Avec tu as 10 questions par sphère de vie qui t'aident à te positionner dans chacune de tes sphères, à savoir lequel que je suis vraiment bon, lequel est plus à travailler. Puis c'est de quoi que, justement, tu vois un peu là-dedans, dis crime, je suis bien bon là-dedans, puis ça, il m'en manque. Je vais essayer de mettre un peu plus de temps sur lui qui me manque. Puis là, tu vois visuellement ta vie, c'est quoi? C'est cool au bout. Ben, c'est sûr, certain, ça a l'air super le fun. Puis c'est que ça te remet justement en question sur. On est toujours en quête d'amélioration. Ben oui. Mais. Ouais, non, je suis curieux, je suis curieux, je vais aller faire un tour pour dire que tu t'as piqué ma curiosité. Puis si il y en a qui nous écoutent ou de quoi, si tu veux avoir le document, j'ai besoin de cobayes d'ailleurs. Fait que si JP tu le veux, je peux te l'envoyer juste de mesurer. Là, je suis peut-être à 90% fini le document. Après ça, on va mettre ça dans un sentier pour que les gens puissent aller le faire à Espace Tonique. Mais d'ici là, j'ai besoin de cobayes. Fait que si t'écoutes ou toi, JP, tu le veux, ça va me faire plaisir Ouais, c'est sûr. d'essayer ça, cet outil-là. Puis je pense que l'objectif de. Encore une fois, je pense que l'objectif, au-delà de définir l'équilibre, c'est aussi de savoir c'est comme qu'est-ce que je vise avec cet équilibre-là. Puis je pense que ce qu'on vise avec l'équilibre, ultimement, c'est un niveau de satisfaction, c'est-à-dire c'est un niveau de d'appréciation générale, je te dirais, de tes différentes sphères de vie. Puis je rappelle aussi la notion de bienveillance, puis c'est normal, tu disais tantôt de je vais être malheureux si j'atteins pas l'équilibre, ça prend aussi une bienveillance de des fois oui, ça c'est sûr. Des fois ça fait du bien du déséquilibre, ça dépend. Ça en prend, mais ouais. Fait que ça dépend. Puis c'est ça, être bienveillant, des fois c'est dur envers nous-mêmes. Ouais. On est tough. Ouais, c'est ça, on aime ça être bienveillant envers les autres, mais des fois pour soi, tu peux pas être parfait. Fait que c'est pour ça que je prends la métaphore du comme qu'est-ce que tu dirais à un ami. Si t'es dans le sens où est-ce que on est souvent plus rough envers nous-mêmes qu'on l'est avec les gens autour de nous. Puis là, les gens autour de nous, ils vont nous dire ben non, t'es bien correct demain. Puis nous, on est là à se taper sa tête. Ouais, c'est ça tout le temps. Mais ouais puis c'est un beau. C'est une belle façon, des fois, de se poser soi-même des questions. De prendre qu'est-ce qui t'aurait dit l'autre. Oui, totalement. Puis juste avant de résumer un peu tout ça, là, y a-tu un. Tu sais, quand t'es dans prévention, là, y a-tu quelque chose que ce soit autant pour l'équilibre que des dépendances en soi, y a-tu quelque chose que tu prônes face à ça? De comment je peux, avant de devenir une dépendance ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Oh mon Dieu, je pense que j'ai plusieurs avenues, mais j'ai envie instinctivement d'en prendre une puis de dire je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un problème ou une problématique pour s'informer ou aller s'outiller ou aller chercher de l'aide. On a souvent, on a encore, puis un petit peu moins, je vois un petit peu plus d'ouverture au niveau des consultations et tout, puis de la santé mentale. Mais c'est vrai un petit peu pour tout. On n'a pas besoin d'avoir un problème, que ça aille mal pour s'outiller, pour s'informer, pour confronter différentes stratégies qu'on a. Je pense que plus on a un coffre à outils garni d'outils différents, ben on est capable d'affronter plus de situations différentes. C'est là où est-ce que justement je trouve ça le fun, la prévention, c'est qu'on donne des outils aux jeunes pour justement s'assurer que quand ils vont faire face à différentes situations dans leur vie de tous les jours, ben, qu'ils soient en mesure d'avoir la stratégie adaptée et plus efficace. Mais j'aime ça ce que tu dis de
pas attendre avant de s'informer. Ouais. Des fois, on veut que ce soit être trop mal, entre guillemets, puis qu'à un moment donné, tu t'obliges à t'informer. Mais de s'informer sur peu importe des sujets comme on parle aujourd'hui, tu sais, c'est juste bon de connaître ça. Puis c'est ça que j'aime du podcast, puis de te recevoir aussi. C'est que moi, j'en apprends à chaque épisode aussi. C'est ça qu'il faut. Yes. T'as-tu, avant qu'on close ça, t'as-tu un petit conseil ou quelque chose que t'aimerais partager? Conseil, mon Dieu, j'avais envie de dire genre, allez voir notre page Facebook. Non, mais... Ouais, ça c'est après le Non, conseil. Non, mais conseil, je dirais, j'ai envie de répéter la notion de bienveillance. Ouais. J'ai envie de dire aux gens c'est correct au niveau de peu importe, que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau des écrans, que ce soit... Des fois, c'est de voir... C'est de se poser la question, hein, j'ai envie de dire, au niveau de la bienveillance, vous faites pas ça parce que vous voulez vous faire mal ou peu importe, ça répond à un besoin. La première étape, ça va être de voir, ça répond à quel besoin, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça me permet, qu'est-ce que ça me nuit, puis à partir de là, là, on part vers une quête d'équilibre. Ouais. C'est vraiment... non, mais c'est vraiment ça, C'est fait que bienveillance, identifier vos Puis, besoins. Bienveillance, je pense qu'on ne dira jamais assez ce mot-là, même si on l'entend. J'ai écouté un podcast avec... C'est José Lavigueur, je pense, qui disait ça. Elle dit, le mot bienveillance, là, on le met partout, puis il y en a qui se fait dire qu'on entend trop, mais elle dit jamais, jamais tu vas entendre trop ce mot-là. C'est bon. Oui. C'est juste bon pour soi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le collectivement aussi. Un cadeau de toi. Ouais, exact. C'est important, ça. Ben, merci, JP. Puis c'est où est-ce Merci qu'on à toi. peut vous rejoindre, l'Arc-en-Ciel? Présentement, on est beaucoup sur on est plus sur Facebook. Je te dirais, on vise actuellement plus les parents parce que les jeunes, on les rejoint directement à l'école. Ouais. Mais communauté, les différents citoyens, citoyennes, on essaie d'être actifs le plus possible sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, justement, on n'est pas une ligne d'écoute/intervention, mais on peut toujours rediriger la personne, référer. l'écouter. Très ponctuellement, vous pouvez nous rejoindre au bureau. Sinon, par courriel, ça me fait toujours plaisir. Je mettrai votre page Facebook dans Ouais. le lien de description aussi. Ouais. Sinon, notre site internet aussi, on a quand même beaucoup d'informations. On a même ajouté une foire aux questions justement sur le cannabis parce que suite à la légalisation, on avait quand même beaucoup de questions d'interrogation. Fait qu'on a mis ça, on a mis ça à jour aussi. Puis, je viens d'avoir une question et je veux te la poser avant. Y a-tu un test en ligne ou quelque chose que tu peux voir? Je suis dans une dépendance? Tu sais, mettons un jeune ou un petit enfant qui dit hey, lui, les tutos, je peux-tu, moi, tester? Est-ce que moi, je le suis ou la personne l'est trop? Tu réponds à des questions. Puis ça te guide sans dire que c'est officiel, mais ça peut-tu aider? Y a-tu une ressource comme ça qui existe? Il y en a. J'ai envie de faire un gros bémol avec les tests auto-administrés parce que souvent, les résultats, ce qui arrive, c'est que quand on fait un test en ligne, il faut être prêt à recevoir le résultat. La plupart du temps, les gens vont faire un test et vont dire De la merde. ah, c'est ça. Ben oui, c'est exactement ça. Ils vont dire ah non, c'est ça, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça. Fait que, tu sais, à la base, si vous allez vous trouver un petit test en ligne sur la consommation, peu importe, de drogue, d'écran, soyez prêt à recevoir le résultat. Mais au-delà de tout ça, au-delà du test, j'ai envie de dire prenez un pas de recul sur votre situation. Puis est-ce que authentiquement, de façon transparente et bienveillante envers vous-même, est-ce que vous êtes bien là-dedans? Est-ce que vous ressentez de la souffrance? Puis là, la question, c'est de vous à vous. Fait que vous n'avez pas à vous mentir. Là. Est-ce que je sens de la souffrance? Est-ce que ça nuit à mes différentes sphères de vie? Oui, non. Est-ce que c'est satisfaisant? Oui, non. Déjà, ça, c'est un indicateur. Puis pas que c'est une utilisation problématique ou non, mais que vous pouvez faire quelque chose. C'est vraiment, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ma situation? Plus que est-ce que ça va mal ou est-ce que ça va bien? Ouais. Oh, mais merveilleux. J'adore. Il n'y a pas de réponse. Je t'ai pas donné de test, mais il y en a clairement en ligne. C'est juste... Non, mais j'adore ce que tu dis authentiquement toi-même. T'es meilleur que le test. Exactement. Si t'es honnête, là. T'es ton propre juge. Ouais, c'est ça. Ah ben, merci JP. Ben, merci à toi. Un plaisir de te recevoir. Puis si tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez partager ce bel épisode-là pour aider justement tout le monde autour qui peuvent écouter ça, ben c'est d'informer
tout le monde là-dessus, c'est toujours bon. Fait que merci à tous, merci JP. Mais merci. Bonne fin de journée. Ciao.